Merci Thierry, merci à tous. Donc effectivement, si tout va bien, je vais être recruté au CNRS bientôt. Je suis très content je suis très content de vous présenter devant vous aujourd'hui. Merci à la direction de m'avoir proposé de présenter mes travaux aujourd'hui. Alors moi je vais vous parler, je vais vous faire une petite présentation de ma thématique de recherche que j'ai intitulée aujourd'hui une chronique des glaciations et comment les paysages fossiles et les archives sédimentaires témoignent en fait des glaciations du passé. Alors, bon, comme vous le savez certainement tous, en fait aujourd'hui on vit dans une période de glaciation, c'est-à-dire qu'en fait il existe des glaces vers les pôles. On voit sur ces deux images Google Earth en haut, ici l'Inantis groenlandais et l'Inantis antarctique. Donc c'est ce qui caractérise une période de glaciation. Et en fait, donc, on a des glaciers qui sont proches des pôles, on a des glaciers qui sont sur l'échelle de montagne. Et en fait, ces glaciers, c'est des objets qui sont très dynamiques, qui évoluent dans le temps, qui avancent, qui reculent. Et en fait, cette dynamique des glaciers, en fait, elle modifie le paysage, elle creuse des reliefs, elle produit des sédiments, elle redépose ces sédiments. Alors par exemple, sur ces deux, ça c'est des photos assez emblématiques, on voit ici un fjord dans l'Arctique canadien, donc c'est une vallée qui a été creusée par les glaciers, et en fait les glaciers sont aujourd'hui en train de se retirer, on voit ici le glacier au fond, et ils déposent des sédiments devant eux. Et ici c'est une photo satellite du glacier de la Malaspina en Alaska. On peut voir ce très grand lobe glaciaire, et devant le lobe glaciaire, il se trouve des moraines. On trouve des moraines, on peut voir ici, c'est des grands arbres, ici là, morainiques, qui font plusieurs dizaines de kilomètres de long. En fait, moi, ma thématique de recherche, c'est je m'intéresse en fait à comment les glaciers ils modifient le relief et ils déposent du sédiment. Et le corollaire de ça, c'est comment ces archives, donc ces reliefs et ces sédiments, donc les archives sédimentaires, elles permettent de reconstruire l'évolution passée ou l'évolution spatio-temporelle des glaces dans le passé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les glaciers, en fait, ils évoluent en fonction de différents paramètres forçants, par exemple le climat. J'ai représenté ici sur cette courbe. C'est la courbe du delta O18 des 2 derniers millions d'années, donc c'est des variations climatiques. Donc le quaternaire est caractérisé par une alternance de cycles glaciaires et interglaciaires. Les pics ici vers le bas, c'est les périodes glaciaires, et les pics vers le haut, c'est les périodes interglaciaires, au sein de cette grande glaciation. Donc aujourd'hui, ici, on est dans une situation d'interglaciation. Donc on voit qu'on a une variabilité climatique à très haute fréquence, donc quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'années. Mais si on remonte un peu plus loin dans l'histoire de la Terre, ici c'est une courbe des températures des 500 derniers millions d'années, on voit qu'il y a d'autres périodes de glaciation qui sont ici en bleu, et dont une partie de mon travail je cherche à caractériser l'évolution des glaces pendant cette période de glaciation. Donc la deuxième grande question qui se pose dans mon projet de recherche, c'est quelle réponse des glaciers en fait, à différents forçages, qu'ils soient climatiques ou tectoniques. Alors, de manière générale, en fait, je m'intéresse à la réponse à très court terme des glaciers et également à très long terme. Donc, depuis le début de ma thèse de doctorat, en fait, je travaille sur la réponse des glaciers à ce signal climatique à très court terme, et depuis mon post-doctorat et actuellement à la Sciences Po, je m'intéresse plutôt à ces périodes très longues, plusieurs dizaines de millions d'années, dans l'histoire ancienne de la Terre. Donc, alors, à très court terme, si on commence sur ces dynamiques, donc, ça c'est globalement c'est mon travail de thèse. Donc le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, qui était donc une période glaciaire, et on avait la majeure partie de l'Amérique du Nord qui était sous la glace, comme on peut le voir ici, sous l'Inantis laurentidien. Et donc à partir de 20 000 ans, il y a 20 000 ans, la glace elle a commencé à se retirer. Donc, si on fait un zoom sur la partie est du Canada, ici la côte du Québec, ça c'est la situation du dernier maximum glaciaire, et la glace ensuite elle s'est mise à se retirer en réponse à l'amélioration climatique. Donc les glaces se retirent. Ça, c'est la situation aux alentours de 13 000 ans avant aujourd'hui, 11 000 ans avant aujourd'hui. Et on voit qu'à cette date, en fait, la côte nord de l'estuaire du Saint-Laurent, au Québec, ici, est libre de glace. Et donc ça, c'est évidemment la situation actuelle. Et une des composantes principales d'une dynamique de déglaciation, c'est l'ajustement glacial-isostatique. Alors, en fait, quand on développe une calotte glaciaire ou une masse de glace sur une lithosphère et sur une asténosphère, on a une déflexion isostatique de la lithosphère. Elle descend sous le poids de la glace. Et quand on enlève cette glace, on a une remontée de cette lithosphère qui s'appelle l'ajustement glacial-isostatique. Et donc moi, globalement, mon travail de thèse, c'était de caractériser quel enregistrement sédimentaire de cette déglaciation et de cet ajustement glacial-isostatique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet ajustement glacial-isostatique, il s'opère avec un temps de retard par rapport à la fonte de la glace. Donc quand la glace a disparu, la lithosphère elle a encore défléchi,
Et à cet endroit-là, on va avoir la mer qui envahit ces terrains qui sont défléchis glace mésostatique. Et donc, si on prend une carte du Canada, ou du Québec, disons, ça c'est le Québec, on a toutes ces régions qui sont glacées mésostatiquement défléchies, qui sont envahies par la mer immédiatement après la glaciation, et ce qu'on appelle les mers post-glaciaires. Ces mers, aujourd'hui, elles n'existent plus. La côte actuelle du Québec, c'est celle que j'ai représentée ici entre le bleu clair et le bleu foncé, mais toutes ces régions, il y a 11 000 ans ou 10 000 ans, étaient envahies par la mer. Donc, un exemple série sédimentaire qui sont déposées dans ce contexte, c'est les plages soulevées de la baie d'Hudson. Ça, c'est une photo aérienne, une vieille photo en noir et blanc de la baie d'Hudson. Et on voit toutes ces plages qui sont des vieilles plages qui, en fait, vont enregistrer la présence de cette mer post-glaciaire, la mer de Tagaze. Si on regarde cette fois-ci sur l'estuaire du Saint-Laurent, j'ai représenté ici sur la droite la courbe de niveau marin relatif qui caractérise cette mer post-glaciaire. Donc, comme je vous le disais, quand la glace elle sortir, en fait, on a la mer qui envahit ces régions glacées mésostatiquement défléchies, et en fait, la lithosphère elle va remonter petit à petit, donc relativement, la mer elle va descendre dans ces régions. Donc ça, c'est la courbe au Québec. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est de regarder en même temps la courbe de la montée statique à l'échelle globale. Parce qu'effectivement, on a la calotte du Mantis, le Lantinien qui fond, et donc on a d'énormes quantités d'eau qui sont relâchées dans la mer à l'échelle mondiale, et donc la mer, par exemple en France ou n'importe où partout dans le globe, la mer elle a monté de 120 mètres depuis 20 000 ans. A l'inverse, au Canada, justement, qui était couvert par la glace, on a la mer qui a chuté d'environ 140 mètres depuis la déglaciation. Et donc moi, c'est vraiment dans ce contexte que je me suis passé, et j'ai essayé de caractériser l'enregistrement sédimentaire de cet ajustement des effets. Alors pour ça, on est allé sur la côte nord de l'estuaire du Saint-Laurent, on a des très grandes falaises comme ça qui font 100 mètres de haut, qui sont formées par des sédiments glaciaires, post-glaciaires et des sédiments marins. On a fait des études bathymétriques dans le Saint-Laurent. Ça, c'est Patrick Lajeunesse qui conduit son petit bateau à la cartographie dans Saint-Laurent. Nous, on a fait des coupes sédimentaires ici à terre. Et donc, tout ça pour caractériser l'enregistrement sédimentaire de cette glaciation. Ce qu'on a obtenu, c'est ce genre de carte. Donc, ici, c'est une carte des grandes structures sédimentaires du Saint-Laurent. Donc, vous avez la partie à terre, le lidar en gris, la partie en mer, la cartographie bathymétrique en couleur. Et on a réalisé un transect stratigraphique ici qui partait des zones les plus proximales à terre jusqu'aux zones les plus distales en mer. Et ce que j'ai obtenu, c'est un concept qui ressemble à ça. Alors, comme je vous disais, il y a la cartographie bâtie, il y a des études sédimentologiques, stratigraphiques, des datations carbone 14. Donc ça, c'est un concept stratigraphique qui fait 50 km de long, plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, et en gros, on a déterminé trois grands ensembles sédimentaires qui sont les sédiments de contact glaciaire, que j'ai représentés en vert, les sédiments deltaïques qui enregistrent le retrait de la glace, qui sont représentés en rouge, et les sédiments proprement post-glaciaires que j'ai représentés en jaune. Et donc en fait, on a trois grands ensembles sédimentaires, et donc on a trois grandes étapes dans la déglaciation. Alors on a, donc ici j'ai représenté à droite, donc ça c'est les trois grandes étapes ici qui sont à gauche, une espèce de synthèse. Et ce que j'ai représenté à droite, c'est la séquence de déglaciation que j'ai pu mettre en lumière justement grâce à cette série sédimentaire. Donc à 11 000 ans, je vous disais tout à l'heure, donc la glace elle est rendue ici sur le rebord de l'estuaire du Saint-Laurent. On a des dépôts, on a en gros des dépôts de moraines sous-marines, ici qui se déposent vraiment à l'interface entre la glace, le substrat et la mer. Et sous la glace, on a le feuillage de la glace qui érode le sol et qui crée ces espèces de cannelures glaciaires qui témoignent justement d'un écoulement de la glace. La glace ensuite elle s'est retirée plus vers le continent, on dépose une deuxième série de moraines, ici plus vers le continent, on a des débris des stélaïtaires dans les sédiments glaciaux marins. La glace elle continue à se retirer, elle se stabilise cette fois-ci à terre, elle dépose encore une fois une moraine, ici à terre, moraine qu'on a caractérisée ici, et des grands systèmes deltaïques qui sont alimentés, comme on peut le voir ici, qui sont alimentés par les autres fonds de la glace qui se déposent en fait devant la glace dans la mer. Et donc c'est réellement à partir d'ici que la glace elle continue à se retirer à l'intérieur des terres et elle alimente toujours en eau de fond des grands systèmes deltaïques. Donc ces grands systèmes deltaïques, c'est ce que j'ai représenté ici en rouge, on a des très épaises accumulations de sable, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres de sable, et on a ce grand système deltaïque qui va donc programmer sur le Saint-Laurent. C'est ce que j'ai représenté ici, donc ces grands systèmes qui avancent vers le Saint-Laurent. Et toujours dans le contexte de l'ajustement glacial statique, ces deltas continuent à avancer, mais la mer elle chute, donc on a un étalement en fait de ces grands systèmes deltaïques. Ensuite, à un moment donné, on voit qu'on a un arrêt des apports sédimentaires. Ce delta, il arrête subitement de programmer. En fait, ça, on l'a interprété comme étant le retrait des glaces
hors des bassins versants. Donc les bassins versants ne sont plus alimentés en eau de fonte, les deltas ils arrêtent de programmer, et donc ce qui se passe, c'est que les rivières elles se mettent à inciser très profondément dans leur ancien delta qui est sorti hors de l'eau et qui donc n'est plus alimenté. Donc ça on peut le voir, très bien, on a ici des rivières qui incisent dans les anciens dépôts deltaïques qui sont ici. Et ce qu'on a pu caractériser aussi, c'est qu'actuellement on a une dynamique sédimentaire qui est très importante sur la côte nord de l'estuaire du Saint-Laurent, et qui est en fait due au remaniement des stocks sédimentaires des anciens systèmes deltaïques qui sont remaniés par les processus deltaïques, par les processus littoraux, pardon. Et donc ici, cette image-là, c'est en fait une cartographie des fonds marins de la côte nord de l'estuaire du Saint-Laurent. On voit les canyons turbiditiques ici. Donc c'est des grands canyons, on a des époulements de turbidiques, du sable, comme des avions tunnels un petit peu. Et à l'intérieur de ces canyons turbiditiques, on voit des structures sédimentaires, des dunes, des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est un papier qu'on a sorti en année. Ça, on l'a mis en lumière grâce à une cartographie bathymétrique avec ce petit drone sous-marin orange. Donc on a une super résolution dans ces canyons turbiditiques. Voilà, donc je vous disais, on va synthétiser un peu ça, donc je vous disais qu'en fait on a deux courbes qui sont antithétiques de chute de niveau marin relatif au Canada par rapport à la courbe globale de montée du niveau de la mer. Et en fait on a un enregistrement sédimentaire qui est typique de cette chute du niveau marin relatif qui ressemble à quelque chose comme ça. Donc en fait ça c'est une synthèse de ce que je vous montrais à l'instant. On a à la base des sédiments glaciogéniques, par-dessus on a un grand système deltaïque alimenté par la glace, et par-dessus on a des incisions fluviatiles et littorales. Donc ça c'est la séquence typique sédimentaire de déglaciation à très court terme. Donc, je vous rappelle, quelques milliers d'années, 10 000 ans. Alors ça, pourquoi c'est important? Pourquoi je mets en lumière justement le fait que c'est une déglaciation, donc c'est un enregistrement sédimentaire à très court terme? C'est qu'ici, on a une accumulation qui fait 100-200 mètres d'épaisseur de sable. Et pourtant, ça se dépose en quelques milliers d'années. Et ça, c'est important parce que dans le registre fossile, ce genre d'enregistrement sédimentaire, on l'interprète comme étant très longue durée, plusieurs millions d'années. Or, ici, moi, je mets en lumière le fait que ça va très rapidement. Et donc ce modèle, j'ai exporté ce modèle d'enregistrement sédimentaire à la glaciation ancienne, à la glaciation de l'Ordovicien supérieur, ici au Maroc, ou à la glaciation du Paléozoïque supérieur, ici en Afrique du Sud, donc justement par analogie entre enregistrement sédimentaire de ces différents systèmes. Maintenant, donc ça c'était globalement du travail de thèse, je continue à travailler beaucoup avec les Canadiens, avec les gens de Strasbourg sur ces thématiques du Quaternaire, mais depuis quelques temps, je m'intéresse à cette glaciation du Carbonifère et du Permien. Donc ici, j'ai replacé cette courbe des températures au cours des 500 derniers millions d'années d'histoire de la Terre. Et cette glaciation du Carbonifère Permien, ici, là, elle a duré 100 millions d'années. Donc c'est potentiellement la plus longue glaciation de l'histoire de la Terre. Et en fait, les gens ils sont toujours un peu surpris quand je leur dis la glaciation du Carbonifère, parce que nous, Européens, généralement, quand on parle de Carbonifère, on s'imagine des grandes forêts tropicales, du charbon, des libellules géantes, etc. Et en fait, ça, c'est parce que l'Europe, il y a 300 millions d'années, en fait, on était proche de l'équateur ici. Or, si on va vers des hautes paléolatitudes, et bien en fait, donc vers le pôle sud, vers le paléopôle sud, en fait, on se rend compte que ce continent Gondwana, en fait, il était recouvert de glace. Et donc, le Gondwana, il y a 300 millions d'années, ressemblait plus à ça qu'à l'image que je vous montrais précédemment. Donc en fait, cette glaciation, elle est assez intéressante pour... alors, une des questions qui sous-tend ma recherche, c'est quelle est la distribution spatio-temporelle des glaces sur le Gondwana pendant cette forêt glaciaire, et quel est le potentiel de création et de préservation du relief pendant cette glaciation. Et également, quelles sont les courbes de rétroaction entre glaciation, forçage climatique et tectonique. Et également, ce qui est intéressant de cette glaciation, c'est que en fait, c'est la dernière transition icehouse-greenhouse, c'est-à-dire période glaciaire et non glaciaire. Et en fait, c'est un analogue potentiel avec la période qu'on vit actuellement, parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une période icehouse, donc glaciation, et cette période est en train de se terminer, en partie à cause de tout le CO2 qu'on balance dans l'atmosphère. Et du coup, cette glaciation, c'est un analogue, c'est le meilleur analogue qui existe pour la période actuelle. Alors, un des autres avantages de cette glaciation, c'est qu'on a des archives sédimentaires, des archives morphologiques de cette glaciation qui sont absolument exceptionnelles. On a d'une part de très nombreux bassins sédimentaires qui enregistrent cette glaciation. Donc, c'est des bassins que j'ai représentés ici en noir sur le Gondwana. Donc, je ne vous ai pas dit, mais en fait, ça c'est le Gondwana tel qu'il existait lors de cette glaciation, il y a 300 millions d'années. On connaît évidemment l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Arabie, l'Antarctique, l'Australie. Et en plus de ces archives morphosédimentaires, on a des paléoreliefs glaciaires qui sont préservés. Donc je parlerai un tout petit peu plus après, comme cette vallée en Amérique, qui est en fait une vallée glaciaire préservée. Alors,
en fait, j'ai commencé à faire ce travail lors de mon premier postdoc que j'ai fait à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et donc, je me suis focalisé vraiment sur l'enregistrement sédimentaire de cette glaciation en Afrique australe. Donc ici, j'ai représenté un modèle numérique de terrain de l'Afrique australe, tel qu'il est actuellement. Et par-dessus, en blanc, c'est les bassins sédimentaires qui enregistrent en fait cette glaciation. Donc, ce bassin ici, cet énorme bassin sédimentaire en Afrique du Sud, il s'appelle le bassin du Karoo. C'est un bassin qui est très épais, il fait plusieurs kilomètres d'épaisseur et il dure environ 120 millions d'années. Depuis 300 millions d'années, ici à la base, c'est des sédiments qui ont 300 millions d'années qui enregistrent cette glaciation. Jusqu'au sommet, c'est les laves de TNDK ici, c'est la chaîne du Drakensberg là-haut, ces laves sont déposées à 180 millions d'années à peu près, donc toute la durée du bassin c'est 120 millions d'années. Et donc, ici en rose, les sédiments qui sont à la base du bassin, on a l'impression qu'ils ne sont pas très épais, mais j'attire votre attention sur l'échelle ici, ont plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, et en fait, ces sédiments, ils enregistrent cette glaciation. Alors sur le terrain, ça ressemble à ça. Ici, on a des stries d'érosion glaciaire qui caractérisent le socle qui sous-tend cette glaciation. Et sur le terrain, par exemple ici dans le sud-est de l'Afrique du Sud, on a ces espèces de décors de savane dans lesquels on trouve en fait des sédiments glaciologiques. Et un peu dans le détail, si on fait un log stratigraphique, disons, de synthèse de cette glaciation, on a une alternance sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur entre des sédiments glaciogéniques, que je représente ici en gris, et des sédiments non glaciaires. Alors ces sédiments glaciogéniques qui ressemblent à ça, c'est des dépôts sédimentaires qui sont très grossiers, des galets striés, comme on peut le voir ici, donc ça atteste vraiment du passage de la glace. On a des boulder pavements ici, donc des planchers à galets. On a des débris délestés d'iceberg dans les sérifiles, on a des très gros blocs qui se promènent dans les pâtés de sable. Donc ça, c'est vraiment des sédiments glaciogéniques typiques. Et en fait, ces sédiments glaciogéniques, je les interprète comme étant des dépôts qui se mettent en place en fait, à la base de la glace, à l'interface entre la glace, qui est ici représentée en blanc, le substrat, qui est ici représenté en jaune, et la mer. Donc en fait, ici, j'aurais pu représenter la mer, mais en fait, la mer est ici. Et ça, c'est une plateforme glaciaire flottante. Et à la base des plateformes glaciaires flottantes, on a des dépôts qu'on appelle des prismes de zone d'ancrage de la glace. Donc sur un autre schéma, en fait, ça ressemble à ça. Donc vous avez la glace qui descend du continent, qui se met à flotter en fait sur la mer, et ces dépôts de prismes de zone d'ancrage de la glace qui sont ici. Alors si on regarde par exemple la carte de l'Antarctique actuelle, tout ce qui est en couleur, c'est des plateformes glaciaires flottantes. Une grande partie de l'Antarctique est caractérisée par des plateformes glaciaires flottantes. Et donc moi, j'interprète ces dépôts ici comme étant vraiment caractéristiques de ce genre de système. Et ce qui est également intéressant avec cette glaciation du volet supérieur, c'est que en fait, ces dépôts, donc, comme je vous le disais à l'instant, c'est les prismes de zone d'ancrage de la glace, et bien en fait, ils ne sont pas directement accessibles pour la glaciation du quaternaire, la glaciation récente, parce qu'ils sont soit sous la mer, soit carrément encore sous la glace. Par exemple, ici, ça c'est une imagerie bathymétrique de la plateforme continentale au large de la Norvège. Donc ça, c'est une espèce d'énorme corridor d'écoulement de la glace qui s'est formé au dernier massif glaciaire. Et donc la glace, elle arrive jusqu'au rebord de plateforme, comme c'était le cas au Canada. Et donc en fait, on a ici ces prismes de zone d'ancrage de la glace qu'on peut imaginer que par bathymétrie ou par imagerie sismique. En fait, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on n'arrive pas à tapoter. Donc c'est très compliqué d'atteindre ces sédiments. Moi, ce que je propose, c'est justement d'aller en Afrique australe et de regarder ces dépôts et de regarder à quoi ils correspondent exactement et quelle était la dynamique de la glace associée à ces systèmes. Donc voilà, je vais parler des dépôts glaciogéniques. Maintenant, entre ces dépôts glaciogéniques, on a des sédiments interglaciaires ou non glaciaires qui ne sont pas déposés par des processus sédimentaires glaciaires. On a par exemple des sables ici qui sont déposés dans des contextes de rivières ou dans des contextes de mer profondes, et on a aussi des argiles, des black shale, très riches en matière organique qui sont déposés dans des mers post-glaciaires ou interglaciaires. Et ce qui est intéressant avec ces sédiments interglaciaires, c'est qu'en fait on a des niveaux de sonde volcaniques, et les niveaux de sonde volcaniques qui sont vachement bien parce qu'en fait ils contiennent des zircons juvéniles qui permettent de dater les niveaux. Donc on a trouvé plein de ces niveaux de sonde ici, et donc on a pu dater en fait toutes les situations interglaciaires de cet enregistrement sédimentaire. Donc la dernière phase glaciaire, elle est datée à 282 millions d'années, l'avant-dernière phase 296 millions d'années, et la troisième phase, la quatrième phase, 302 millions d'années. Donc en fait là, on a pu mettre en évidence qu'on avait des cycles glaciaires interglaciaires de l'ordre de quelques millions à 5 et 15 millions d'années. J'y reviendrai un petit peu plus en détail. Ensuite, donc là je vous ai parlé des dépôts sédimentaires
sédimentaires. Et je vous disais aussi tout à l'heure qu'on avait en fait des paléoreliefs glaciaires qui sont préservés à l'échelle de tout le Gondwana. Donc si on regarde ici, ça c'est un modèle numérique de terrain de la Namibie. Donc la Namibie c'est un petit pays, enfin un petit pays, non c'est un grand pays entre l'Afrique du Sud et Angola, qui est au bord de l'océan Atlantique. Et donc ça, c'est l'Angola est là-haut, ça c'est le nord-ouest de la Namibie. Et on voit sur ce modèle numérique de terrain qu'il y a des très grandes vallées ici, qui ainsi cette espèce de plateau qui est à 1000-1500 mètres d'altitude. Et quand on va sur le terrain, on a des vallées qui sont comme ça, donc c'est des très grandes vallées, dans lesquelles coulent des rivières intermittentes. Et le profil topographique de ces vallées, il est typiquement U comme ça. Donc il est taillé dans du socle qui est très très vieux, qui a 550 millions d'années, de socle très dur. Et dans ces vallées, on trouve des dépôts sédimentaires à droite à gauche, que j'ai représenté ici. Et quand on regarde en fait ces dépôts sédimentaires, et quand on regarde le socle au fond de ces vallées, et bien, en fait on se rend compte qu'il y a de très nombreuses traces, non seulement d'érosion glaciaire sur les flancs et sur les fonds des vallées. Donc ici on a des planchers glaciaires, on a ici le flanc des vallées qui sont striés, donc qui attestent vraiment du passage de la glace. Et par-dessus ces dépôts, par-dessus ces structures d'érosion glaciaire, on trouve des dépôts sédimentaires, qui sont des dépôts sédimentaires glaciogéniques, ici interprétés comme des membranes, donc qui attestent vraiment du passage de la glace et qui attestent vraiment de la nature glaciogénique de ces vallées. Et donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que la vallée, cette vallée telle qu'on la voit actuellement, donc c'est vraiment le désert, et en fait, on la voit telle qu'elle existait au moment de sa création par la glace, il y a 300 millions d'années. Donc c'est un fjord de fossiles en fait, cette vallée, au fin fond du désert, un fjord de 300 millions d'années. Donc en fait, on a des paléoreliefs glaciaires. Là, je vais vous montrer un exemple en Namibie, mais finalement, quand on regarde de manière un peu plus large, à l'échelle de toute l'Afrique australe, on se rend compte qu'on a le même genre de système un peu partout, et particulièrement sur les cratons. Ici, on a le craton du Cap-Vert, ici, on a le craton du Zimbabwe, le craton du Congo au nord. Et donc, sur cet exemple à droite, ça, c'est ce carré ici au centre de l'Afrique du Sud, on a cette très grande vallée qui fait 150 km de long, dans laquelle coule la rivière Vaal, c'est un affluent de la rivière Orange, une rivière importante en Afrique du Sud. Et quand on fait des transects topographiques à l'intérieur de ces vallées, en fait, on se rend compte aussi qu'on a des vallées en U qui sont remplies de sédiments glaciolés. Donc à l'échelle de toute l'Afrique australe, en fait, on a énormément de reliefs actuels qui sont en fait des reliefs qui sont totalement hérités de cette glaciation. Donc la glaciation, elle modifie en profondeur les reliefs à l'échelle au moins de toute cette région qui fait quand même plusieurs millions de kilomètres carrés. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est aller plus loin et regarder à l'échelle de tout le Gondwana, en fait, quels sont les enregistrements sédimentaires de cette glaciation à l'échelle de tout le Gondwana et quelle est l'influence de la glaciation sur la structuration des paysages. Donc ça je pense que c'est une thématique qui s'intègre parfaitement à Géosciences Rennes, qui a travaillé ces dernières années justement sur la nature des paysages à l'échelle de l'Afrique et sur l'exhumation, la création et la préservation de reliefs. Pour parler rapidement, et je terminerai là-dessus, pour parler rapidement des forçages, donc je vous disais en introduction que je m'intéresse aussi aux interactions entre glaciation et forçage climatique et tectonique. En gros, je vous disais qu'on a les cycles glaciaires, on les a datés, qui sont compris entre 302, 296 et 282 millions d'années. Donc, en gros, les périodes qui sont dominées par le dépôt de sédiments glaciogéniques, j'interprète ça comme étant toute l'Afrique australe et l'Amérique du Sud qui est recouverte de glace. Pendant les périodes de déglaciation, on a plutôt la glace qui se retire et qui se maintient sur certaines régions préférentielles. Et en fait, quand on plotte ces âges sur les courbes du CO2 à cette période, on se rend compte en fait que les périodes de maximum glaciaire, c'est pas ça surprenant, les périodes de maximum glaciaire, elles correspondent au minimum de CO2, donc ça c'est la courbe du CO2 atmosphérique à ces dates. Les périodes de maximum glaciaire, donc ces situations minimum de CO2, les périodes de déglaciation, les périodes interglaciaires qui correspondent aux périodes de pic de CO2. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en lumière dans les papiers ces dernières années, et pour des périodes qui caractérisent vraiment la fin de la glaciation. Maintenant un des travaux, ça serait de faire ce travail justement sur plutôt le début de la glaciation. Pour terminer, les forçages potentiels tectoniques, et on travaille avec Benjamin Guillaume un petit peu sur ça, enfin on a travaillé, ça va bien s'y remettre, j'aimerais bien refaire ça. En fait, quand on regarde cette situation, donc je vous disais bâtiment glaciaire, retrait des glaces, et on a les glaces qui se maintiennent sur certaines régions préférentielles. Et on se rend compte aussi qu'on n'a pas de corrélation paléolatitudinale entre répartition des glaces, donc ici en bleu, et donc paléolatitude, ici représentée en rouge. 70 degrés sud, 60 degrés sud, 50 degrés sud. La glace, elle devrait se maintenir préférentiellement à haute latitude,
Or, ça n'a pas l'air d'être le cas. Par contre, quand on superpose ces glaces à l'architecture lithosphérique, on se rend compte qu'on a une corrélation entre présence des glaces et nature du substrat. Donc, comme je vous le disais rapidement précédemment, en Afrique du Sud, on a deux gros cratons qui sont le craton du Kabyle et le craton du Zimbabwe. On a également le craton du Congo sur l'Angola et le nord de la Namibie. Et en Amérique du Sud, on a le craton du Rio de la Plata. Et on se rend compte en fait que les glaces, elles se maintiennent pendant les périodes de réchauffement climatique, elles se maintiennent sur ces régions particulières. Et également, les bassins sédimentaires qui enregistrent cette glaciation, en fait, ils sont répartis autour des cratons. Donc moi, ce que je propose, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment explorer plus en avant dans les prochaines années, c'est qu'on ait un contrôle tectonique au sens large, c'est-à-dire un contrôle des mouvements verticaux sur la géométrie de la glaciation.